Je vais parler maintenant du soutien parental. Et ça fait suite avec ce qui vient d'être présenté d'ailleurs. Euh, et encore là, dans le contexte de Jeunes Transcan, Trans Youth Can, et donc je présente au nom de l'équipe de recherche. Le contexte, c'est que les parents de jeunes trans vivent une gamme d'expériences et d'émotions évolutives après que leur enfant ait affirmé son identité de genre. Fierté, soulagement, inquiétude, isolement, chagrin. Ça fait des années que je parle du fait qu'il faut qu'on s'occupe des parents, parce que ça fait des années, en suivant les jeunes, que je m'aperçois de l'impact des parents. J'ai réagi tout à l'heure avec ce que vous venez de dire. Ma mère braille tout le temps. C'est sûr que il faut absolument s'occuper des parents, bien sûr pour les parents eux-mêmes, mais aussi pour s'assurer, une fois de plus, d'un soutien, d'un bon soutien, d'un soutien utile à leurs jeunes. Et les parents vivent toutes sortes de choses et ils peuvent craindre les conflits familiaux, de la discorde avec leurs partenaires. Je reviens sur l'échantillon si jamais il y a des gens qui n'étaient pas là ce matin. 174 jeunes, puberté à 15 ans, sur 10 cliniques à travers le Canada et 160 parents qui ont été appareillés à ces 174 jeunes. Donc, c'était aussi utile d'avoir le son de cloche dans une même famille du parent du jeune ou de la jeune. Alors, les résultats nous donnent qu'au niveau des caractéristiques des parents, on a plus de femmes ou de mères qui ont répondu, 85 %. Ça dépendait beaucoup de qui amenait leurs jeunes à la clinique. Et on a quand même aussi un tout petit pourcentage de parents s'identifiant de manière non-binaire ou autre genre. Et c'était une majorité de parents, même si évidemment les autres personnes qui pouvaient être responsables des jeunes étaient inclus dans l'étude. Alors, c'est utile pour moi en tant que thérapeute conjugale qui a soutenu des parents qui soutenaient leurs jeunes, de constater qu'en fait, on constate... Oups, j'ai quelque chose qui bloque OK. Qu'il y a 21 qui rapportent des conflits actuels et 19 des conflits passés, mais pas actuels. Donc, on parle d'un pourcentage important de parents qui, entre eux, ne vont pas s'entendre par rapport à la marche à suivre pour leurs jeunes. Et ça crée un conflit, ça crée aussi une difficulté au niveau du fonctionnement familial en général. L'autre tableau, c'est le rapport des parents sur le soutien de l'identité de genre du ou de la jeune. Et ce qu'on voit à gauche, c'est le niveau initial. Donc, le point de départ, quand les parents apprennent que leur enfant est trans ou non-binaire. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, comparé au niveau actuel, on a quand même un pourcentage important de parents qui soutenaient beaucoup au départ et soutiennent encore beaucoup. En fait, 61,7 % des parents soutiennent beaucoup et soutenaient beaucoup leurs jeunes. Encore là, pas surprenant tellement parce qu'on parle d'un échantillon sélectionné à partir de parents qui ont amené leurs jeunes dans des cliniques spécialisées pour obtenir les soins nécessaires. Mais on constate aussi qu'il y a des parents qui partaient d'un niveau où c'était un peu de soutien et qui arrivaient à beaucoup de soutien, donc presque 20 %. C'est important donc de constater que la fréquentation des cliniques, c'est aussi le soutien des parents aux parents par rapport aux mesures auxquelles les jeunes vont avoir accès selon leurs besoins. Peut-être en une ou deux phrases de conclure cette première affiche. Les parents se sont impliqués dans le processus d'accès aux soins pour leurs jeunes et la plupart soutenaient l'identité de leurs jeunes. Une proportion importante de parents a déclaré avoir eu des conflits parentaux, mais qui ont diminué avec le temps. Et je travaille à McGill dans le programme de thérapie conjugale familiale et j'essaye de recruter le plus possible des thérapeutes relationnels pour travailler avec ces familles-là. Entre autres. Cette étude fournit des informations clés sur les expériences psychosociales des parents de jeunes trans et contribue à la conversation sur l'implication parentale des jeunes ayant accès à des soins médicaux d'affirmation de leur identité. Et évidemment, on rappelle que c'est limité aux expériences des familles dans les cliniques. Merci. Vraiment génial, Françoise. Peut-être juste faire attention au petit micro qui frotte encore là. Désolée. Le tannant, c'est pas grave.
Donc, je pense que je passe à la prochaine affiche. Exactement. OK. Donc, désolée. OK. Donc, je ne vais pas réitérer le contexte de recherche, mais là, il s'agit d'évaluer les facteurs de stress externes sur les familles, hein, les familles de jeunes trans en soins cliniques. Et là, on a encore des données intéressantes. Bon, les jeunes trans et non-binaires peuvent être confrontés à des facteurs de stress externes, on en a parlé, dus à l'exclusion sociale de la famille, des amis, de l'école ou de la communauté. Les parents peuvent être confrontés à des facteurs de stress sous la forme de jugement, nécessité de défendre et de protéger leur enfant contre les risques et les préjugés. Bien qu'explorés par la recherche qualitative, ces facteurs de stress externes n'ont pas été systématiquement explorés dans la recherche quantitative. Nous avons donc développé la liste des sources de stress vécues par les familles des jeunes trans. Donc, une échelle qu'on va pouvoir utiliser, qui est en train d'être validée à travers l'étude. Développée à partir de contributions de cliniciens, chercheurs, parents et les jeunes et les parents eux-mêmes. Alors, les résultats, quand on pose les questions par rapport au stress vécu, on la pose aux parents et on la pose aux jeunes. Ce qu'on voit, c'est qu'on revient encore à la question scolaire, que la famille a dû intervenir au niveau de l'école. On parle de 41%, donc d'intervention. Presque la moitié où il fallait intervenir au niveau de l'école. Et là, on voit au niveau des jeunes et des parents que c'est vraiment à pied d'égalité comme rapport de facteurs de stress. Les conseils parentaux indésirables, évidemment, on s'attend à ce que ce soit plus élevé chez les parents, étant donné que c'est vers les parents qu'on va se tourner pour leur dire qu'ils ne font pas un bon travail puisque leur enfant a des idées étranges avec lesquelles on n'est pas d'accord. Évidemment, vous notez mon ton ironique. Il n'y a en fait pas énormément de différences. Il n'y a pas de différence significative dans le nombre de facteurs de stress rapportés entre les jeunes et les parents. C'est que la qualité des stress est différente. Alors évidemment, pour les parents, c'est la pression sur leur rôle parental souvent. C'est aussi c'est des conseils parentaux indésirables provenant d'étrangers, d'autres membres de la famille qui ne leur parlent plus, des étrangers qui ont dit que le parent est un mauvais parent. Autorités de la protection de la jeunesse ont enquêté. Ça c'est un fait. J'ai connu des familles où l'école, en fait, avait appelé la DPJ parce qu'on laissait l'enfant ou on forçait l'enfant à se présenter à l'école, habillé en fille, etc., etc. Et donc, on voit ici qu'il y a quand même des stress importants sur la famille. Et en conclusion, la majorité des familles ont vécu au moins un type de stress imposé de l'extérieur, mais les jeunes et les parents vivent ces stress de manière différente. Donc, ce n'est pas des mêmes stress, comme on a dit. Au-delà des facteurs internes, donc détresse, dysphorie vécue par les jeunes, la recherche et la pratique psychologique gagneraient à se concentrer sur les effets des facteurs de stress imposés de l'extérieur et sur les moyens de fournir un soutien psychosocial approprié à toute la famille. Encore là, approche systémique pour soutenir tous les membres de la famille, en sachant que s'il y a quelqu'un dans le système familial qui est dérégulé ou qui ne va pas bien, ça a un impact sur toute la famille. Merci.